Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La période la plus difficile, bah oui, c'est en ce moment de moins en moins de soleil, et puis du froid, comme si on était à Moscou. Le studio est glacé, je vais donc aller au plus vite, excusez-moi. Pas de futilité, dépêchons-nous, bienvenue à vous dans la France libre. On va se tenir chaud pendant une demi-heure avec Philippe et avec Jean-Pierre. Bonsoir messieurs, bonsoir également à nos auditeurs. Je rappelle aux membres, puisque nous sommes lundi, le rendez-vous de ce soir, à partir de 21h, salle 826. Allez, c'est parti, on y va, la France libre. Ah, merci pour cette introduction, Sylvain. La France libre, effectivement, et puis le Conseil national de transition français, canal historique, on rappelle également notre titre exact, que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur Crowdbunker, pour ceux qui y sont déjà, donc ils n'ont pas besoin de chercher, mais pour d'autres, oui. Donc voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est entré dans le dernier mois de cette année, et je dirais, dans la dernière année d'un cycle. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de fins de choses, et de création de nouvelles à venir. Évidemment, seront-elles bonnes, seront-elles mauvaises? Ça, c'est la période des vœux qui veut qu'on se souhaite la meilleure des choses, évidemment. Mais ça ne se passe pas toujours comme on espère. Et puis surtout, quand on fait ses vœux, on n'a rien de précis en tête. Pour qu'un vœu réussisse, il faut bien souvent qu'il soit précisément ancré en tête, quoi. Nous, au sein du CNTFCH, on a cette ambition-là d'avoir des visions précises des choses, que ce soit pour l'organisation humaine, que ce soit pour la meilleure façon je dirais, de sortir des ennuis dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui au titre politique, au titre économique, au titre, voilà, différents titres, qui font que les gens ne sont pas heureux, ou en tout cas ne font pas le sourire. On les voit pas sourire malgré les fêtes de fin d'année, on les voit se plaindre de ne pas pouvoir se garer, on les voit se plaindre de devoir payer des amendes avec la voiture, on les entend se plaindre de plein de choses, mais on les voit pas sourire. Donc voilà, donc on est à la fin d'un cycle où j'espère à l'issue duquel on va retrouver tous, les uns les autres, non seulement le sourire, mais la joie, et une grande joie. Alors il y a des événements extérieurs à la France, notamment, qui font qu'on a ces espoirs. On va pouvoir les lister, mais ça sera l'objet du titre justement de notre aventure de cette soirée-là. Avant d'y passer, d'ailleurs, avant d'y arriver, je voudrais citer juste une actualité qui a lieu en dehors de la France, qui se tient en Roumanie. Alors vous avez tous, les uns et les autres, au moins entendu parler d'une élection d'un certain monsieur Georgescu en Roumanie, donc. C'était la semaine dernière. Et puis, c'est arrivé, je crois, hier ou avant-hier, sur les téléscripteurs, comme on disait autrefois, c'est-à-dire sur les informations Internet maintenant. C'est arrivé il s'est passé que ce monsieur a été débouté. C'est là, en fait, il y a un juge qui a jugé bon, c'est le cas de le dire, d'annuler tout simplement cette élection en disant que ce monsieur, non, il correspondait pas au canon de la démocratie roumaine, etc., et qu'il est beaucoup trop près de monsieur Poutine. Alors là, on a atteint le sommet, quoi, un des sommets, je veux dire. C'est une sorte de, comment dirais-je, de starter d'une nouvelle façon de penser dans un Occident soi-disant démocratique. Et qui se croit au-dessus de tout le reste, en disant non, on fait des choses démocratiques, tout est en règle, les élections se sont très bien passées, il n'y a pas eu de tricherie, a priori, mais c'était pas le candidat qu'on voulait, donc on va annuler l'élection, quoi. Voilà. Alors, on a déjà eu des choses un petit peu similaires il n'y a pas si longtemps, notamment avec la France qui avait décidé de ne pas adhérer à la constitution de l'Europe, de l'Union européenne, pardonnez-moi, en 2008. Et alors, on n'avait pas refait voter les Français, mais on avait fait revoter leurs représentants qui avaient tout simplement voté à l'inverse de ce qu'ils avaient choisi 3 ans plus tôt. Donc ça, c'est une forfaiture. Et on a vu aussi dans le même cas les Irlandais qui, eux, se sont aussi vus reprocher leur non à l'entrée dans l'Union européenne, en tout cas dans la Constitution européenne. On leur avait fait beaucoup de reproches et il a fallu revoter. Alors il y a eu une négociation parce que là le vote ne pouvait se faire à nouveau que par référendum, comme le premier référendum qui avait donc dit, à l'issue duquel ils avaient dit non. On ne pouvait effacer ce référendum de par leur constitution même, la constitution irlandaise, qu'en faisant un autre référendum. Mais ils ont été plus malins que nous. Ils ont négocié un certain nombre d'avantages contre le vote oui, puisqu'ils savaient qu'avec la pression extérieure et notamment celle de toute l'Europe et de Bruxelles, ils finiraient un jour par voter oui. Et donc, ils ont voté oui, mais ils ont récupéré des taux de charge d'impôt pour les sociétés bien inférieurs, ce qui a transformé l'Irlande en une sorte de paradis fiscal pour les entreprises.
Et voilà, et donc ils ont déjà gagné ça, quoi. Alors que nous, on n'a rien gagné du tout, hein. Je vous dis tout de suite, en France, on a juste perdu l'illusion de notre liberté. Voilà. Et Alors, j'ai l'impression que là-bas aussi, il y a des milieux autorisés à réfléchir et à penser démocratiquement, qu'il y en a certains qui, eux, ne peuvent pas. absolument. Et ils sont autorisés à penser, ils pensent droit quand les autres pensent tordu, et quand les gens pensent tordu, il faut surtout pas leur confier un bulletin de vote. Ah, Vous bah, voyez? surtout pas. Ah non, non, ça serait pas bien, hein. Ben voilà, donc nous en sommes. Alors que la démocratie, c'est pas ça du tout. La démocratie, c'est qu'on se met d'accord sur l'essentiel. La démocratie, c'est qu'il n'y a pas de politiciens qui décident en votre lieu et place. Et puis la démocratie, c'est qu'on fait appel aux volontaires et seulement aux volontaires pour s'occuper de la vie de la cité avec un grand C, hein, et pour pratiquer ce qu'on appelle des tirages au sort pour envoyer différents citoyens vers différentes tâches. Voilà un petit rappel synthétique. Et comme le dirait Iota, la démocratie, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, absolument. Alors que s'est-il passé, que va-t-il encore se passer entre ce début du mois de décembre et la fin de l'année, quoi. Et je dirais même je prolongerai jusqu'à la date du 20 janvier, évidemment, qui est la date à laquelle le président des États-Unis d'Amérique, dignement élu et dûment élu, sera validé en tant que tel président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce détail ce délai? On peut le dire, hein. Il y a un délai entre le moment où l'élection a lieu et le moment où le président est intronisé, parce qu'il fallait, à l'époque du 19e siècle, avoir suffisamment de temps pour être certain de pouvoir réunir tous les résultats de toutes les régions des États-Unis d'Amérique. Donc ils avaient besoin physiquement de ce temps-là. Ce temps a déjà été réduit. Il était de 3 mois, je crois, autrefois, et il est passé à 2 mois, hein. Donc, et il est question de le réduire encore. Voilà. Avec Internet, les informations arrivent de façon spontanée. Alors, je vais laisser notre ami ici présent, Sylvain, nous introduire le sujet du soir. Donc je vais annoncer effectivement le sujet de ce soir. On pourrait croire que celui-ci est joyeux, il ne l'est pas spécialement. Nous allons parler des fêtes de fin d'un monde. Les fêtes de fin d'un monde, effectivement. Alors c'est pas la fête de la fin du monde, évidemment, hein, bien évidemment. De même que l'Apocalypse ne dit pas que c'est la fin du monde. L'Apocalypse dit que c'est la période des révélations. Alors il y a des révélations qui peuvent être catastrophiques, mais pour certains. D'ailleurs, probablement le seront-elles. Mais ça n'est pas la fin du monde, loin de tout ça, ni la fin d'un monde, hein. C'est une révélation, l'Apocalypse. Alors, c'est un mot qu'on entend quelquefois également, hein. Mais la fin d'un monde, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en train de constater que le monde bascule, que ce qui était vrai à l'ouest, faux à l'est, devient presque l'inverse, c'est-à-dire ça devient vrai à l'est et faux à l'ouest, que nous sommes upside down, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la tête en bas. Et voilà, et qu'il y a un certain nombre de choses. Alors prenons-les dans l'ordre, si vous voulez bien. On va parler bien sûr de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, ce week-end, a fait l'objet de toutes les attentions nationales et internationales, puisqu'on avait également la présence d'un certain Donald Trump, qui a assisté donc à l'inauguration de cette nouvelle version de Notre-Dame de Paris. Alors, nouvelle version au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il y a eu d'autres signes qui ont été installés à l'intérieur de la cathédrale, n'y était pas auparavant, notamment des signes d'origine maçonnique dans le détail desquels je rentre pas, mais bon, qui montrent que de plus en plus la chrétienté et la symbolique de la cathédrale de Notre-Dame de Paris sont en train de glisser vers une laïcité franc-maçonne et plus si affinité, mais je n'irai pas jusqu'à dire des mots plus graves. Pour tous les croyants, pour tous les catholiques, etc., c'est forcément quelque part en recul. Et pour tous ceux qui pensent que ce bâtiment, car pour eux c'est un bâtiment, a d'autres significations, eh bien, ils font avancer également leur façon de penser, hein, par rapport à ça. Alors voilà. Alors ce que je voudrais dire, c'est que Monsieur Trump était donc présent et il avait, sur certaines photos, pas toutes, il avait une superbe cravate en or. Alors il paraît que, côté en doré, donc elle n'est pas en or métallique, mais elle était dorée. Alors c'était très beau d'ailleurs, ça jette comme on dit, hein. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une symbolique aussi. Décidément, on est dans les symboles. Et beaucoup disent que nous sommes entrés grâce à la présence de Monsieur Trump avec sa superbe cravate dorée dans l'ère de l'abondance. Alors là, on aime bien ça. Personnellement, j'aime bien l'ère de l'abondance. Moi, ça me va bien. Alors, est-ce qu'on sera dans l'abondance prochainement ou est-ce que ce sera plus compliqué? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sera dans l'abondance à l'issue d'événements calmes ou est-ce qu'on sera dans l'abondance
à l'issue d'événements un petit peu plus agités, je ne sais pas, mais on sera forcément quelque part dans l'abondance de quelque chose. Alors, Notre-Dame de Paris, toujours, Monsieur Trump, donc, qui était présent, a évoqué, en la présence de Monsieur Zelensky, qui lui aussi était présent, personnellement, je me demande à quel titre, mais bon, peu importe, et donc, il a dit, de toute manière, Monsieur Zelensky, il est prêt à faire un accord avec les Russes sur l'affaire de l'Ukraine. Ça y est, et voilà ce qu'a dit Monsieur Trump. Alors évidemment, ça n'est pas sorti de la bouche de Monsieur Zelensky, c'est pas lui qui l'a dit, c'est Monsieur Trump. Mais comme c'est Monsieur Trump qui prend la décision finale de tout ce que souhaite décider Monsieur Zelensky, on peut penser que le patron était présent avec son subordonné ce soir-là. Et que le patron, c'est bien sûr Monsieur Trump. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que ces paroles sont des paroles en l'air venant d'un futur président des États-Unis d'Amérique installé le 20 janvier prochain? Je pense pas. Je pense qu'il y a un sens dans tout ce que dit Monsieur Trump, au niveau auquel il parle. Oui, c'est la moindre des choses. Et que donc annoncer par avance qu'il devrait y avoir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, ça dit quelque chose, quoi. Donc ça agite aussi tous les géopoliticiens qui se demandent comment les choses vont bien pouvoir évoluer après le 20. Alors c'est ce que je vous disais depuis le début, on est dans un tournant, hein. On est non seulement à la fin d'une année, mais on est à la fin d'un cycle. Et à l'issue de ce cycle, il y a des choses qui vont se passer différemment de comment elles se sont déjà passées auparavant, quoi. Voilà. Si je peux me permettre, Philippe, j'ai l'impression que oui, effectivement, Monsieur Trump annonce l'abondance, mais l'abondance d'apocalypse pour certains, donc évidemment beaucoup de révélations qui vont arriver prochainement. Alors, tu as tout à fait raison. Dans le genre symbolique, c'est aussi l'abondance d'apocalypse, donc l'abondance de révélations, on est d'accord, qui ne vont pas forcément arranger certains et qui vont en ravir d'autres, évidemment. Peut-être en étonner aussi une grande partie, soyons francs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que Monsieur Trump était très probablement le vrai Monsieur Trump. Alors, je trahis pas de secret en disant que tous ces messieurs, en haut lieu, en très haut lieu, ont tous des doublures, hein, comme on dit, des sosies ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu des gros plans, il m'a semblé quand même qu'il se ressemblait bien, ce monsieur, et qu'il n'y avait pas de problématique, aussi bien au niveau de la taille que des rides sur le visage, sur le cou, etc. Donc ça m'a paru authentique. Ce personnage m'a paru authentique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de Notre-Dame de Paris? Alors voilà, Notre-Dame de Paris a été mise au rang d'un temple qui ressemble fortement à un temple maçonnique, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi que dans les choses qui changent. Alors dans les choses qui changent, il y a la Syrie qui change de main, qui est passée au rang, entre les mains de djihadistes, suite à une attaque concertée entre la Turquie et ces fameux djihadistes contre la Syrie. Alors ça m'a surpris quand même parce que ça fait 13 ans que Monsieur Bachar el-Assad est en guerre, je dirais, et protège son territoire. Ça fait 13 ans qu'il y a une forme de terrorisme qui effectivement vient challenger le pouvoir de monsieur Bachar el-Assad. Mais ça fait 13 ans qu'il se casse les dents sur une résistance forcenée et en particulier aidé, on le sait, hein, c'est pas un mystère, par les Russes qui sont en soutien de monsieur Bachar el-Assad. Et là, subitement, alors, que s'est-il passé? Est-ce que ce soutien a craqué? Est-ce que le poids de l'intervention de l'armée turque a pesé dans ces décisions? Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des réunions à Malte la semaine dernière entre l'OSCE, donc organisation typiquement occidentale, hein, militaire et occidentale, entre plusieurs membres de l'OSCE et la présence de Monsieur Lavrov, qui, comme vous le savez tous et toutes, est le Premier ministre des Affaires étrangères plutôt de Monsieur Poutine, et qui donc est un monsieur plus que sérieux. Et ils se sont tous réunis. Et il y avait donc la Turquie, il y avait donc les États-Unis, il y avait la Russie, il y avait beaucoup de gens. Hein, là, voilà. Donc tout ce petit ou ce grand monde s'est réuni donc la semaine dernière à Malte, qui est, je dirais aussi, c'est plus qu'un symbole, Malte, hein, c'est le point d'achoppement de toute l'occidentalité, si je puis dire, avec les chevaliers de Malte, ce que ça représente aujourd'hui encore concrètement d'industrie, de potentiel financier, économique, politique, etc. Donc, on est au-delà des symboles. Et le lendemain de cette réunion, eh bien, la Turquie a attaqué la Syrie.
Alors, je ne suis pas suffisamment fort en divination pour vous dire s'il y a un lien de cause à effet. Quel est le rôle de la Russie dans cette affaire-là? Qu'elle a tenu ou qu'elle n'a pas tenu? Les questions restent encore posées à ce sujet-là, mais ça va nous emmener vers des réponses, à mon avis, très techniques, et qui marquent, elles aussi, ces réponses, la fin d'un cycle. Voilà. Et puis les armes russes, on peut parler des armes russes qui sont maîtresses du monde. Enfin, j'ai pas envie de dire maîtresses, mais maîtres du monde, là, avec des vélocités supérieures à toutes celles des autres armées, avec des compétences multiples dans la manière de tuer son prochain et de se massacrer entre nous, et surtout avec des quantités qui sont pas comparables avec le reste des autres armées, y compris de l'OTAN. Hein, voilà. Donc la Russie peut, si elle le souhaite, imposer, mettre son impérium, tout simplement, comme il y a eu un impérium américain. Alors reste à savoir s'il est destiné, comment dire, les visées de Monsieur Poutine sont du même ordre que les visées des démocrates des États-Unis qui jusqu'à maintenant ont fait beaucoup de guerres sans grand résultat, à part une destruction totale et à part un maintien en lévitation de la valeur du dollar grâce à la machine à la planche à billets, quoi. Donc voilà, donc tout ça est en train de changer, de basculer, et on peut aller dans le domaine économique jusqu'à parler du QFS, du Quantum Financial System. Alors, le QFS, on aura l'occasion d'en reparler. C'est quelque chose d'assez technique, mais c'est une nouvelle organisation financière qui permet de passer au-delà de tout ce que l'Occident avait imposé jusqu'à maintenant à un certain nombre de pays de l'Est, notamment les accords SWIFT, enfin voilà, qui permettent de faire des échanges en quantité de monnaie électronique, et que la Russie avait été sortie de ce jeu-là, et donc avait trouvé d'autres solutions, a trouvé d'autres solutions, et aujourd'hui ces autres solutions sont en train de prendre le pas sur toutes les accords de Bretton Woods qui datent de 1945, si je ne me trompe pas. Sont remis en cause, quoi. Donc voilà, il y a un bouleversement total et de fond qui est en train de se passer. Sauf que en France, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Quantum Financial System, on n'en a pas beaucoup entendu parler. À ce qui me concerne, je l'ai même jamais vu dans les journaux français. Par contre, il y a des pays comme le Brésil où déjà tout le monde s'en sert dans l'économie, quoi. Donc c'est pas une utopie, c'est pas quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est déjà là. Voilà. Par contre, il y a des pays qui en parlent et il y a des pays qui en parlent pas. Et il y a des pays qui en parlent et qui l'utilisent. Voilà où nous en sommes. Là aussi, il y a une révolution dans l'air. Hein. Voilà, alors est-ce que cette étape, j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à ajouter pour la défense du sujet? Oui. Ah, allez. Bonsoir. Alors, il y a un petit jeu de mots qui m'est arrivé tout à l'heure à cause de la cravate dorée de M. Trump. Ce jeu de mots, c'est d'ores et déjà. Ah oui, bien sûr, d'ores et déjà. Hein. Bravo. Alors, je ne doute pas qu'un monsieur de cette intelligence ait pu envisager quelques jeux de mots possibles avec sa petite cravate dorée. D'ores et déjà, bien sûr. Et puis, la fin d'un monde, alors ça, c'est prévu depuis des lustres, hein. La fin de l'esclavage commercial, la fin d'un monde basé sur des valeurs purement matérialistes et de profit personnel et immédiat au détriment du profit de quiconque et du profit collectif. Et c'est la fin de ce monde-là. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ce monde a assez torturé de gens par des guerres inutiles et par le fait d'affamer des peuples. Ce monde tombe, et c'est très bien, et il en vient un autre que forcément nous envisageons plus fraternel, plus humain, bref, plus divin au sens noble du mot, à savoir que chacun exprime le meilleur de soi-même. Merci d'avoir entendu. Merci à toi. Sylvain? oh bah, moi je dirais qu'effectivement, oui, c'est la fin d'un monde, mais d'un monde qui n'est pas le nôtre, hein, évidemment. C'est la fin du monde politique, c'est la fin des copains, des magouilles, c'est la fin de tout ça. Par contre, qui dit fin d'un monde, dit forcément naissance de quelque chose d'autre. Naissance de quoi? Moi, je verrais bien la démocratie à la place de ce monde politique. La démocratie, effectivement, comme le dit Lyotard, c'est art de vivre qui, lui, serait tout à fait plus humain. Oui, alors cette démocratie, effectivement, elle est si mal comprise parce que le mot a été galvaudé, comme bien d'autres. Hein. Il y a quelques mots qui sont galvaudés, c'est-à-dire qui perdent leur sens, voire même qui prennent un sens complètement différent, voire même opposé.
Et la démocratie, on en parle depuis, allez, on va dire depuis la République en France, quoi, à peu près, quoi. C'est un mot qui a été accolé au mot des républiques. Mais alors qu'en fait, on est dans deux mondes différents entre la République et la démocratie. Les Grecs sont à l'origine de la démocratie, ce sont les Romains qui sont à l'origine de la République. Même si Platon a écrit la République de Platon, en fait, il n'a pas du tout écrit la République de Platon, il a écrit la Cité de Platon, dans laquelle il décrit quelque chose qui ressemble trait pour trait à la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc Platon, effectivement, est le porteur de l'idée républicaine telle que nous la vivons depuis la Révolution française. Avec toutes ces conséquences sur la corruption, toutes ces conséquences sur les effets négatifs sur la population qui voit juste une élite croître et s'enrichir à son détriment à elle, parce que depuis 2 siècles, force est de reconnaître que toutes les propositions des lendemains qui chantent n'ont pas été tenues, les promesses n'ont pas été tenues, loin de là. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Et puis c'est toujours la faute des prédécesseurs, c'est jamais la faute de ceux qui sont en poste. Vous avez remarqué sûrement comme moi. Donc la démocratie, elle est orientée différemment. D'abord, elle ne passe par aucune représentation politique. Il n'y a pas de représentation politique. Et quand on dit ça, déjà, on fait fuir plein de gens, hein, y compris des gens qui ne sont pas forcément des politiciens d'ailleurs, mais qui se disent, mais ils sont fous, hein, on va pas pouvoir gouverner sans l'intermédiation de gens qui sont des spécialistes dans la politique, car il faut être spécialiste dans la politique pour faire avancer un pays. Bien, la réponse à cette remarque, c'est pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la politique pour faire avancer un pays. Il y a besoin de son bon sens. Il y a besoin de savoir. Il y a besoin un peu de connaissances, effectivement. Et puis surtout, il y a besoin d'échanger et de changer. C'est-à-dire que les bonnes idées et les envies d'être à la manœuvre sont partout, à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Et on peut, un petit peu à la manière, vous savez, d'Andy Warhol qui disait dans ce siècle qui vient, chacun aura son heure de gloire ou son quart d'heure de gloire. Eh bien, oui, de gloire au travers des médias, c'est ça qu'il voulait dire, évidemment. Hein. Il y a des médias qui peuvent vous propulser comme ça dans la connaissance du monde entier en 5 minutes, quoi. Alors qu'avant les médias, il fallait plusieurs vies pour qu'il y ait plusieurs livres écrits pour qu'on puisse entendre parler de quelqu'un, quoi. Voilà. Eh bien, cette volonté-là, elle est en nous, et la démocratie permet de briller, chacun de briller, de faire briller sa lumière chaque fois qu'il aura été tiré au sort au travers de sa volonté, bien évidemment. C'est-à-dire que les personnes non volontaires ne seront pas tirées au sort, évidemment. Hein. Mais par contre, les gens qui le sont, et on invite tout le monde à se rapprocher de nous pour dire, moi, je veux participer à un futur gouvernement, à une future gouvernance qui serait une vraie démocratie. Hein. Voilà, donc on y travaille au sein du CNTFCH, encore une fois, on est sur des sujets très pointus, on est sur la réponse aux questions, on est sur la réponse aux questions posées par des gens qui viendraient d'en haut, c'est-à-dire soit des militaires, c'est-à-dire soit des politiciens, justement, soit d'autres personnes, peu importe. Et donc, on est en train de s'armer pour ça, s'armer intellectuellement, s'armer avec des écrits. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà, bien sûr, la digression sur la diplomatie est toujours intéressante parce que ça permet de compléter à chaque fois à une information supplémentaire. Mais ça n'est pas qu'un collier de perles de bonnes intentions, cette diplomatie. C'est simplement, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, un art de vivre qui remplace la logique politicienne et qui permet à chacun d'entre nous de faire partie d'une assemblée populaire et à ce titre-là de voter non pas pour une personne, mais d'aller voter pour un projet, d'aller voter pour des lois auxquelles ils auront eux-mêmes participé, ces lois. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très très novateur. Alors c'est pas si novateur que ça dans la mesure où dans les peuples anciens, ils étaient déjà sous la démocratie, mais c'était des peuples anciens. C'est-à-dire que là, ça nous amène vers 12 000 avant Jésus-Christ, quoi. Et là, la logique, le bon sens, le cas le plus fréquent, c'était la démocratie. Voilà. Aujourd'hui, souvent, Jean-Pierre a l'occasion de nous parler des peuples d'Amérique du Nord. On les salue. Ils utilisent les mêmes principes que la démocratie. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a une antériorité sur la démocratie qui date de loin. Et ça veut dire aussi qu'il y a eu une mainmise faite par un certain nombre d'oligarques qui ont décidé que le pouvoir réparti chez tout le monde, c'était du gâchis et qui préféraient que ce soit réparti uniquement chez eux, quoi. Voilà où nous en sommes depuis 2500 ans. La dernière démocratie qui a vécu, c'est celle effectivement qui a été initiée par Monsieur Ephialtis, équipé, je dirais, avec un équipage, avec un certain Monsieur Archestratos qui l'a beaucoup aidé, qui est un petit peu inconnu dans les mémoires mais c'est bien dommage.
et évidemment avec Monsieur Périclès, qui a été en quelque sorte le porte-drapeau de la démocratie à l'ancienne, enfin de cette époque ancienne, puisqu'il a été lui-même mandaté par le peuple, et rien d'autre que mandaté par le peuple, à trois décennies différentes les unes des autres. Donc voilà, non consécutives. Donc voilà pour cette illustration. Et quant à Platon, qu'on cite souvent comme un démocrate, ben il était sûrement pas un démocrate, c'était un républicain, donc justement. Il se serait très bien retrouvé dans les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et alors que à cette époque-là, il luttait justement contre la démocratie parce que, bah, tout simplement, ça lui avait enlevé à lui, comme à tous les autres oligarques, tous ses privilèges, tout simplement. Hein. Mais que ces mêmes oligarques avaient la possibilité de siéger comme tout le monde. Il n'y a pas eu de guerre entre les oligarques et les non-oligarques. Hein. Tout ce petit monde se retrouvait assis sur les rangs, sur les bancs de l'Applica, qui était, on va dire, l'endroit le plus classique pour se réunir à Athènes. Donc voilà. Donc je termine sur cette parenthèse un peu importante, mais qu'on aura l'occasion de refaire parce qu'on n'est pas en train de lasser les gens avec un sujet déjà traité. On informe les gens avec un sujet mal compris, quoi. Et jusqu'à maintenant mal compris, et dont il est très très important qu'il soit compris par le plus grand nombre. Voilà ce que je voulais dire. D'autres choses par rapport à la démocratie, peut-être? Non. Jean-Pierre, peut-être? Je suis obsédé par la fin d'un monde. Ah. Alors, excusez-moi d'être un petit peu obsédé comme ça. La fin, parfois, ça comporte un deuil. Alors, on peut être en deuil de ses souffrances, parce que les souffrances, elles nous accompagnent tous les jours, parfois toutes les nuits. Et se dire qu'on n'aura plus ça, eh bien, c'est comme si on crée un grand vide. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver si nous sommes heureux, quand nous sommes malheureux. Et nous pouvons nous accrocher à ce monde passé, où nous pouvons se dire, après tout, soyons curieux de ce qui nous attend maintenant. Merci de m'avoir entendu. Avec plaisir. Et puis je voudrais, avant qu'on ne plie les bagages, parler de deux choses. La première, c'est le procès de Madame van der Leyen à venir. Ah, il faut le dire comme ça, de Madame van der Leyen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, non. Donc, Madame van der Leyen, on sait qui est, hein, donc on va pas revenir là-dessus, mais elle a des petits soucis avec la magistrature, puisqu'on lui demande de bien vouloir produire des échanges qu'elle a eus par SMS, même par email, je crois que c'est des emails, avec la société de Monsieur Bourla, donc Pfizer. Monsieur Bourla de Pfizer, il a tous les emails, toutes les copies, il a tout ce qui va bien, c'est conservé sur ses disques durs. Alors que Madame van der Leyen, figurez-vous qu'elle a tout perdu, parce qu'elle a trouvé que c'était pas important, donc elle a tout perdu. Donc voilà, c'est quand même ballot. Voilà. Et puis il y a des gens qui portent plainte, et puis il y a des gens qui portent plainte aussi sur d'autres sujets, donc notamment sur la partie vaccination justement. Et c'est en train de chauffer parce qu'on peut trouver sur la toile le témoignage, enfin en tout cas les déclarations de deux personnes, dont une dame qui est avocate et un monsieur dont j'ai oublié le nom. Ils sont belges tous les deux. Rectification, lui est belge, elle est française, et la plainte a été déposée à Liège, et ils se font fort de mettre Madame van der Leyen, non seulement devant les tribunaux, mais devant l'obligation d'être jugée à un moment donné coupable, tout simplement. Hein. Donc ils sont assez, comment dire, certains de leur cas, comme on dit. Hein. Bon, il y a beaucoup de procès qui se sont perdus, même alors que les avocats étaient sûrs de gagner. Et il faut pas crier victoire avant, mais disons que de toute manière, il y aura une procédure sérieuse vis-à-vis de Madame van der Leyen. Donc là aussi, on est sur la fin d'un monde, c'est-à-dire un monde où la présidence d'un groupement comme l'Union européenne, qui devrait normalement être confiée à des gens d'une probité totale, est confiée à des gens qui sont poursuivis par leur destin, qui sont poursuivis par leurs exactions et qui vont se retrouver devant les tribunaux. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que c'est bien un monde qu'on veut? Bah non. Est-ce que c'est un monde qu'on souhaite voir disparaître? Bah oui. Comment fera-t-on autrement? Bah on a un petit peu soulevé le coin du voile avec la démocratie, dont on aura l'occasion de reparler. Et puis le deuxième point sur lequel je voudrais m'appesantir un peu, c'est qu'on est vraiment dans la fin, non pas des haricots, comme disait mon grand-père, mais la fin de tout simplement des régimes. Et il y a certains régimes qui sont en train de s'écrouler là, véritablement quoi. Alors, on peut parler de la chute des régimes en Allemagne. L'Allemagne, c'est en train de tomber. Là. La France, c'est fait. On attend toujours un nouveau gouvernement qu'on aura, on ne sait pas quand.
Les USA, c'est en cours. United Kingdom, pareil. Monsieur Stammer, je crois, qui est challengé. Le Japon, Corée du Sud, ça va pas fort. Corée du Sud, vous vous souvenez que le président a déclaré, qu'est-ce qu'il a déclaré, la loi martiale, je crois, c'est ça, hein, la loi martiale, ouais. Donc, et puis après, il est revenu sur sa parole. Enfin, c'est un régime qui est en décrépitude. Comme ça nous rappelle l'URSS des années 80, du début des années 80, où tout est parti en quenouille, et pour finalement terminer comme on sait. Voilà, donc on est véritablement sur un changement. Alors, des fêtes de fin d'un monde, c'était le titre. Aujourd'hui, effectivement, on peut vérifier qu'on est dans la fin d'un monde sur plusieurs plans et que c'est en train de bouger. Et il y a des gens il y a des plans qu'on n'a pas évoqués, mais il y a certaines personnes qui y sont sensibles et qui nous confirment que dans leur vision, si on peut dire, dans leur vision des choses psychologiques, eh bien, les choses sont visiblement en train de changer avec des apports astrologiques, avec le fait que la Terre change de fréquence, avec voilà des choses tout à fait terre à terre, si je puis dire, et vérifiables, et que donc voilà, on est dans une évolution. Alors, il faut s'y préparer, il faut pas en prendre peur, il faut y être prêt. On a déjà se tenir prêt il y a 2 jours, et là on en est à des fêtes, car on va passer de bonnes fêtes, de fin d'un monde, eh ben oui, qui en attendant le suivant. Voilà ce qu'on va dire. Et donc bonne fête à tous, bonne fête à toutes et à tous qui nous écoutez. Et rendez-vous dans un autre monde. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est la fin des régimes, en même temps c'est pas plus mal parce que je déteste les régimes, à part peut-être celui de banane. Alors je dirais pour conclure, c'est bon, on a fini, y a pas de problème. Bon, Ouais, je dirais pour conclure, la République c'est l'argile des promesses faciles. Quant à la démocratie, eh bien c'est tout simplement le ciment d'une société heureuse. Voilà les amis, rendez-vous dans 48 heures, ce sera mercredi pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, canal historique. En attendant, excellente soirée.